Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Merci d'être présents ce soir. Alors aujourd'hui, nous sommes présents pour notre quatrième interview sur un thème intéressant, celui de l'entrepreneuriat. Alors, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Henri Mokambi, responsable communication de l'Institut Concorde. Comme vous le savez, l'Institut Concorde est un think tank, un laboratoire d'idées qui a pour vocation à mener des réflexions sur des thématiques bien précises et dans un second temps à les soumettre à des acteurs politiques, du moins à des décideurs politiques. C'est donc un plaisir pour moi d'être présent ce soir pour aborder ce sujet et ce thème très intéressant. Je ne suis pas seul, je suis avec Tracy. Tracy, je te laisse te présenter. Alors, merci Henri, bonsoir à tous. Je m'appelle Tracy Choréré. Je suis membre de l'Institut Concorde et j'occupe le poste de chargé de recrutement. Donc, je suis ravie de participer et animer avec vous cette interview, ce qui est, comme Henri l'a dit, sur le thème de l'entrepreneuriat. Donc, voilà. Ta présentation. Alors, pour le thème de ce soir, nous avons deux invités, deux entrepreneurs, Melia Mokoko et Marcel Chikaya. Je vous laisse le soin de vous présenter. On peut commencer par Melia. Bonsoir à tous. Melia. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Melia Mokoko. Je suis entrepreneur dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'agriculture. En ce moment, je suis responsable logistique de Kouli au Gabon. Bonsoir à tous. Merci pour ta présentation. Alors, Marcel, tu peux te présenter aussi. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Marcel Chikaya. J'exerce dans le secteur de l'événementiel et je suis fondatrice de Orasombia, qui est une structure spécialisée dans la réalisation de gâteaux événementiels, donc tout ce qui est anniversaire, mariage, etc. Et je suis en même temps manager d'Orasombia. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Alors Tracy, si tu peux nous étaler le thème de notre interview. Alors, vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Très bien. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le thème de notre interview, c'est l'entrepreneuriat gabonais, environnement et vision. Donc, il tournera autour de 3 grands axes. Donc, le premier sera devenir entrepreneur au Gabon. Le deuxième, les perspectives de l'entrepreneur gabonais sur le long terme. Et le dernier, l'avenir de l'entrepreneuriat au Gabon. Donc, je vais laisser la parole à Henri qui nous parlera du premier axe. Ok, merci beaucoup, Tracy. Alors, comme Tracy vient de le dire, on va commencer par le premier axe qui est devenir entrepreneur au Gabon. Alors, sans plus tarder, je vais vous poser une question importante. Pourquoi entreprendre pour vous? Marcel, tu peux commencer à répondre si. Ok. Alors, franchement, pour être simple, pour moi, entreprendre, c'est prendre l'initiative, en fait, de mettre un projet sur pied. Ça peut être un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps. Ça peut être la nécessité de répondre à un besoin qu'on aurait constaté dans notre environnement. Donc voilà, pour moi, c'est ça, entreprendre, c'est vraiment prendre une initiative, décider de mettre en place un projet afin de répondre à un besoin particulier. Tout simplement. Merci pour ta réponse. Mais là, si tu peux rajouter quelque chose. Je vais rejoindre Marcel. Pour moi, entreprendre, c'est lorsque on a un projet qui nous tient à cœur ou bien on trouve qu'il y a des carences dans un secteur plutôt que dans l'autre. On a envie de venir s'insérer, essayer de résoudre le problème.
Et donc, entreprendre, c'est devenir responsable de quelque chose. Moi, j'appelle souvent ça le bébé. Prendre un projet, le réfléchir, le monter, comprendre jusqu'où on veut aller sur du long terme. C'est essayer de résoudre des problèmes qu'il y a sur le marché. Voilà, c'est ça pour moi, entreprendre tout simplement. C'est se donner la possibilité de travailler pour apporter une solution. Oui, super, super intéressant. Justement, vos définitions se complètent et on retient justement trois mots, hein. Il y a initiative, il y a décider et devenir, enfin, et aussi responsable. Donc, je pense qu'effectivement, vos définitions sont claires et assez complètes. Alors, justement, pour déboucher à la deuxième question, une fois qu'on a cette envie d'entreprendre, cette prise d'initiative-là, il faut évidemment sauter le pas. Donc, quelles sont les formalités administratives à accomplir pour devenir entrepreneur au Gabon? Henri, je vais essayer de répondre. Déjà, pour Mhm. devenir entrepreneur au Gabon, ça dépend du secteur. Donc, en fonction du secteur, on va avoir des formalités administratives différentes. Mais moi, par exemple, dans le secteur où je suis, dans l'agriculture, ça va être essentiellement des agréments. Voilà, on va travailler au ministère de l'Agriculture, on va travailler un peu avec l'AGASA. Et, dans le secteur de la restauration aussi, on va faire intervenir l'AGASA aussi. On va travailler. Là, ça va être un peu plus poussé parce qu'on va avoir la mairie, des documents à faire à la mairie un peu partout. Et donc, administrativement, il y a un processus à suivre, mais je pense que ce n'est pas encore, quand on décide d'entreprendre, je pense que ce n'est pas directement le côté administratif qui est la première préoccupation. Je pense que la première préoccupation, c'est d'abord essayer de voir si son projet est viable, en fait. Si c'est un projet qui nous tient à cœur, il faut être déjà beaucoup passionné. Il faut vouloir le faire. Il faut se dire que on ne récoltera pas les fruits tout de suite parce que l'entrepreneuriat, c'est en ça que c'est différent, par exemple, du commerce, en fait. Dans l'entrepreneuriat, on essaye de porter un projet sur du long terme. Donc, pour moi, il faut commencer par bien étudier son projet, l'étudier sous tous ses angles, voir ce que ça nécessite financièrement, humainement. Et dès qu'on a bien étudié son projet, et on commence à le lancer et on le fait avec beaucoup de passion. Il faut savoir qu'il faut vraiment donner beaucoup de son temps. Donc, la partie administrative, pour moi, elle arrive en second plan. Le premier plan, c'est d'abord bien étudier son projet si on veut être un bon entrepreneur pour éviter d'être un entrepreneur qui va être 1 an, 2 ans et qui va disparaître. Il faut aimer son projet, bien l'étudier pour pouvoir le porter sur du long terme. Bien. Voilà Merci. ce que je peux dire. Très, très, très bonne réponse. Marcel, tu peux rajouter quelque chose? Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est vraiment par rapport à mon expérience personnelle. Après, il faut savoir qu'au Gabon, l'entrepreneuriat, c'est pas culturel. Donc, souvent, quand on décide d'entreprendre, on ne sait pas trop par où commencer. Et il faut aussi souligner qu'il y a cette peur-là d'entreprendre. C'est pas du jour au lendemain qu'on se lève. Même quand on a le projet, c'est pas de suite qu'on se lève pour entreprendre. Et je soutiens le point de Mélia qui dit que on pense pas directement au plan administratif et surtout au Gabon. Et on pense plutôt à savoir si son projet est viable, si on pourra en vivre, si en fonction du contexte économique, du contexte du pays en général, est-ce que notre projet pourra vraiment voir le jour? Ce sont vraiment ces premières questions-là qu'on se pose en fait quand on commence. Vraiment, on se demande pas, on pense pas directement à aller à la NPI pour un fiche circuit, à aller chercher un agrément à la Gaza, à aller voir combien on va payer par an, quelle patente on va payer. Non, vraiment, au départ, Et le plus souvent, quand on commence, on a un travail, je vais l'appeler ordinaire, on travaille au bureau et puis on a sa petite activité, le temps de voir si ça va vraiment prendre et peut-être là, vraiment se lancer. Vraiment, je pense que entreprendre dépend du contexte économique dans lequel on se trouve, en fait. Et ça dépend aussi de la culture. C'est important, je pense. Super, merci. Mais justement,
Mais vous me facilitez la tâche parce que vos réponses sont vraiment intéressantes et elles débouchent sur la suite. Justement, vous parliez du fait que entreprendre, du moins les démarches administratives, ça passe au second plan. Et justement, il faut creuser, creuser et savoir et voir si le projet est viable. Mais est-ce que justement dans cette phase-là, est-ce que l'entrepreneur est aidé financièrement par l'État ou organisme privé? Est-ce qu'on vous accompagne justement dans cette démarche-là? Je vais répondre. Alors moi, dans mon cas, je n'ai pas du tout été accompagnée par l'État ou par un organisme ou par une banque ou une microfinance, pas du tout. J'ai tout fait sur fonds propres. J'ai dû faire des économies, j'ai dû épargner pour pouvoir commencer. Et c'est là le problème parce qu'en fait, en fin de compte, notre épargne ne nous permet pas de mettre le projet de façon définitive, c'est-à-dire qu'on y va step by step. Dans mon cas, je vais commencer par acheter un robot, je vais commencer par acheter une batterie de mouche. Je ne pourrais pas tout avoir pour commencer. C'est pour ça, en fait, la difficulté en fait, de devenir entrepreneur au Gabon, c'est le manque d'aide, le manque d'accompagnement qui fait que on prend du temps en fait, à démarrer. En fait. Exactement, ben, la même chose. Hein, voilà pourquoi je crois qu'on a souri, Marcel et moi. Moi aussi, je n'ai pas été accompagnée par qui que ce soit. Je n'ai pas pris de crédit parce que déjà, moi, je ne travaillais pas pour quelqu'un. Donc, j'étais déjà entrepreneur, c'est-à-dire, j'aidais dans ma famille avec ce que je faisais. Ma mère qui est dans les ananas, elle a une coopérative, donc je l'aidais un peu dans l'agriculture. Et mon époux qui était déjà dans l'entrepreneuriat, que j'aidais aussi de ce côté. Moi, ce que j'ai fait, j'avais une passion. Moi, depuis très longtemps, j'avais un rêve aussi. Moi, donc, c'est mon rêve et cette passion qui m'ont toujours menée. Donc, je suis allée travailler dans d'autres structures d'abord. J'ai travaillé dans ces structures en tant que prestataire pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Et après, j'ai étudié, voir dans quelle mesure je pouvais lancer mon projet parce que là, c'était un peu plus costaud parce que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Le premier business que j'ai fait, c'était quand même une école d'hôtellerie. Donc, il fallait acheter tout ce qui est tableau, chaises, bureaux, etc. Prévoir quand même de quoi payer les enseignants, la secrétaire et tout ce qui va avec. Donc, non, c'est difficile. On n'est pas accompagné. Et voilà, c'est pour ça que je dis, pour devenir entrepreneur, on ne se lève pas comme disait Marcel et on dit, on devient entrepreneur. En fait, la réalité gabonaise fait que ça ne se passe pas comme ça. Moi, mon expérience de l'école, par exemple, m'a prouvé que ça ne se passait pas comme ça parce que là, je n'avais pas mis un business plan, je n'avais pas calculé que sur le mois, les professeurs et tout, puisque c'est step by step, on ne prend pas la partie administrative tout de suite. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai compris qu'il y avait ça, il y avait ça. C'était devenu lourd pour moi, en fait. Donc, c'est par exemple là une première expérience dans l'entrepreneuriat qui n'a pas duré parce que financièrement, je ne pouvais pas. Voilà, donc après, de cette expérience-là, je veux dire que maintenant, je sais qu'il faut vraiment, mais vraiment préparer mon projet parce que voilà, on est malheureusement pas accompagné. Mais voilà, l'entrepreneuriat, c'est comme elle dit, on ne se lève pas et on devient entrepreneur. Il faut vraiment, vraiment travailler, étudier, mettre de l'argent de côté parce il faut se dire que les premiers 2 ans, 3 ans, on ne gagne pas forcément, quoi. Il faut déjà arriver à payer, à survivre, que la structure survive d'elle-même, même si elle ne vous apporte pas forcément des gains. Après, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que bon, après, moi j'ai commencé il y a 3 ou 4 ans. Mais aujourd'hui, il y a des incubateurs qui se mettent en place maintenant sur Libreville pour aider justement, pour accompagner les gens dans leurs projets, je pense pour faire tout ce qui est business plan, études de marché, benchmarking, etc. Mais je pense que ça dépend des secteurs, mais c'est pas systématique, c'est pas comment dire, tu n'as pas tout de suite le réflexe de te tourner vers cet incubateur, par exemple, pour ton projet. Vraiment, c'est le réflexe que tu as, c'est de commencer dans ton coin, chez toi, tranquillement. Et puis après, quand tu vois que bon, tu commences à évoluer, à avoir besoin de certains outils, peut-être que là, maintenant, tu vas te tourner vers des incubateurs. Et je trouve que ce n'est pas assez vulgarisé encore aujourd'hui, en fait.
Je pense que vraiment, il y a encore pas mal de chemin à faire pour tout ce qui est accompagnement des entrepreneurs. Super. Super, merci. Merci vraiment, ça montre vraiment la réalité du terrain, hein, entre ce qui est, disons, thèse et puis la réalité en même temps en pratique. Et justement, bah, la question qui vient, c'est justement, elle a deux volets. C'est de savoir justement, on a parlé d'aide là, est-ce que durant la situation, la crise sanitaire, quelle a été la situation de l'entrepreneur gabonais durant la crise? Et le deuxième volet, c'est est-ce que vous avez reçu bah, justement en plus de l'aide de l'État par rapport à la crise sanitaire? Et si vous avez quelque part aussi pensé à un système d'assurance? Enfin, du moins, il y a trois volets pour la question. Si Marcel veut commencer ou je commence, c'est comme tu veux. Donc, la première question, c'était concernant le Covid. C'est ça. La période Covid. Après, là, ça dépend encore des secteurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont été touchés par la crise, qui ont dû fermer. J'en connais pas mal. Après, je vais parler de mon expérience. Moi, personnellement, pendant la crise, j'ai quand même travaillé. J'ai eu une année normale parce que j'avais pas de... En ce qui me concerne, toutes mes commandes sont à récupérer. Je n'ai pas de vitrine, j'ai pas de boutique en fait en bordure. Donc vraiment, toutes mes commandes sont à récupérer à mon atelier. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a facilité la tâche. Et de deux, malgré le Covid, les gens étaient chez eux, mais ils voulaient fêter leurs anniversaires, même s'ils étaient qu'en famille, même si c'était 2-3 amis qui venaient. Ils avaient toujours l'envie de vouloir célébrer, de vouloir, même en petit comité. Donc, j'avais toujours des commandes. Après, c'est vrai que tout ce qui est grand événement, tels que les mariages, baptêmes, etc., il n'y en avait pas du tout. Mais l'activité a quand même continué à tourner. Il y a eu une période où vraiment, il y avait, pendant, je pense, 1 mois, c'était vraiment le chaos. Il n'y avait pas de commandes parce que les gens ne pouvaient pas sortir, on ne pouvait pas aller faire les courses. C'était le confinement total. Mais dans l'ensemble, pour ma part, en tout cas, ça a été. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont dû fermer. J'ai une amie qui a eu une salle de jeu. Elle a dû fermer. Je connais 2 ou 3 personnes qui avaient des restaurants, ils ont dû fermer. Donc oui, c'était difficile. Même des instituts de beauté ont dû fermer. Donc oui, c'était difficile quand même pendant la période Covid. En ce qui concerne l'aide de l'État, moi, je n'en ai pas eu. J'avais ouï dire qu'il y avait une aide. Il fallait se rapprocher justement des autorités pour demander. Mais je n'ai pas du tout d'écho. Je ne sais pas si ce sont des choses qui ont abouti. Je ne sais pas si vraiment il y a eu un vrai soutien financier auprès des entrepreneurs. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y avait un autre volet pour la question. Non ? 3 volets. J'entends pas. Moi, j'entends pas. Effectivement, il y avait 3 volets. Mélia, du coup, je ne sais pas si tu peux répondre du coup, au deuxième volet ou compléter la situation sanitaire. Moi, à différence de Marcel, la crise sanitaire a été une catastrophe pour moi parce que ça faisait, je rentrais dans la 3e année, donc ça devait faire 3 ans que j'avais ce restaurant au Cap. Qui, la première année, on s'est tous préparés. Comme c'était mon 2e business, je savais déjà quelles étaient les erreurs à ne pas commettre. Donc, la première erreur, c'est que je n'attendais pas de gagner forcément. Donc, moi, je voulais stabiliser. J'avais quand même beaucoup d'employés. Voilà, il y avait des trucs à entretenir, la piscine, le jardin, les gardiens et tout. Donc, ouais, en termes de charges, c'était long. On n'a pas eu d'aide. J'ai fait les demandes. Je sais que le gouvernement avait mis des documents à fournir pour pouvoir bénéficier d'une aide. J'ai déposé tous les documents. Malheureusement, voilà, ce n'est pas arrivé. Donc, moi, la crise, c'est plutôt la première partie qui m'a tuée parce qu'on a quand même fait 6 à 7 mois confinés sérieux et les restaurants ne pouvaient pas ouvrir parce que nous, on nous a fait ouvrir très tard. Donc, ouais, cette période-là, tu continues quand même de payer le loyer parce que le propriétaire, il te dit
c'est chez lui, où tu payes le loyer, où tu pars, mais comme tu y crois, voilà, on se dit ça va durer 1 mois, ça va durer 2 mois, et puis bon, ça a duré 6 à 7 mois, et on continuait quand même de payer un loyer et de quand même entretenir la piscine, de faire des trucs, donc c'est des charges, c'est de l'argent qui sort sans forcément faire rentrer, c'est toutes des économies. Ce qui fait que quand j'ai rouvert, je n'ai tenu que quelques mois pour essayer de travailler dur pour avoir de quoi solder tous mes fournisseurs et fermer parce que la situation ne montait pas. Il fallait restreindre la capacité du restaurant pour respecter les 1 mètre, etc. Donc, ça a été très, très compliqué. Moi, je n'ai pas forcément résisté à la crise. Là d'où j'ai été maligne, je me suis dit, bon, en attendant que, puisque moi, l'entrepreneuriat, ça part plutôt d'un rêve, ben, je vais essayer de trouver autre chose pour tenir et pouvoir redémarrer. Ça n'a pas été le cas, mais bon. Là, je suis avec Pouli, ça se passe bien et on a bien étudié le projet. J'ai eu la chance cette fois-ci de savoir que je peux être en associé. Ça permet justement de supporter les turbulences. On est 3 plutôt qu'1 et ça se passe bien. Donc, ça, pour la première question, non. Je n'ai pas eu d'aide. Pour mon secteur, dans l'hôtellerie-restaurant, on n'en a pas eu. Maintenant, si tu peux me rappeler le deuxième volet de la question. Le deuxième volet, justement, enfin, vous avez pu répondre à 2 en même temps, mais justement, c'était de savoir est-ce que vous avez eu recours à un système d'assurance avant la crise, par exemple? Malheureusement, moi, non. Moi, non, j'avoue que je n'avais pas d'assurance qui pouvait assurer le fait que si je suis fermée, ils vont m'aider. Donc, non, j'ai subi la crise plein fouet, je n'avais pas d'assurance. Pareil pour moi. Ok, super. Pas d'assurance. Effectivement. Mais justement, vous avez déjà parlé de charges et justement, dans mes recherches, j'essaie de comprendre un peu et de voir justement comment s'est passé un peu la crise et comment les entrepreneurs ont pu gérer. Effectivement, il y avait de ce qui revenait, il y avait pour certains une certaine solidarité de la part des propriétaires des locaux qui, par exemple, laissaient le loyer ou le divisaient en deux, par exemple. Et du coup, est-ce que vous avez eu vent ou des personnes qui ont pu avoir cette chance-là? Moi, j'avais un loyer, ouais, le propriétaire avait accepté de diviser par 2 parce que je lui avais clairement dit je perds tout, toi perds au moins 50%. Voilà, essaye de m'aider. Ouais, essaye de m'aider et pour que j'essaye de voir si ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Au moins, c'est pas parce que surtout que le loyer était costaud. Donc oui, moi, mon propriétaire a été très, très gentil. Il a été très, très correct. Il a mis à moins 50% pendant toute la période du Covid. Et il m'a laissé même 1 mois après que j'ai ouvert parce que puisqu'il y avait les mesures de restriction, c'est pas comme si j'allais refaire mon plein. Donc, ouais, il m'a laissé quand même 8 mois à moitié salaire, à moitié loyer. Donc, Il a ça, été c'est vraiment compréhensif. Il a été vraiment gentil. On dit merci au propriétaire, vraiment, merci. merci. Du coup, oui, merci pour les réponses. Elles sont vraiment intéressantes et on montre, comme je le dis, hein, vraiment le terrain et les réalités. Tracy, je ne sais pas si on a des questions dans le public. Je vois une première question. Seigneur. Oui, nous avons des questions. La première, regardez. Alors, il existe de plus en plus de fonds mis à disposition des startups et un accroissement de fonds de développement dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est une information qui a été donnée par le public. Ouais. Et je disais que moi, le seul fonds que je connais, c'est le fonds Okume Capital. Mais peut-être que les autres ne font pas assez de communication, mais je ne connais pas beaucoup de fonds au Gabon qui soutiennent les entrepreneurs. Je ne sais pas, peut-être Mélia peut citer d'autres, mais moi, j'en connais pas. Avec Pouli, moi, je sais qu'il y a Marina, mon associée, une de mes associées, qui est calée sur ce genre de recherche. Je sais qu'elle en avait découvert plus que fonds, c'était des appels comme celles qu'on a vues qui ont été lancées par différentes personnes. Si vous apportez un projet et que le projet est attractif, que le projet est poignant, vous allez avoir tout ça, mais fonds, même celui au premier pas là, je n'étais pas renseignée. Donc,
peut-être qu'il faudrait un peu plus de publicité de ce côté-là parce que moi, non, je ne connais pas particulièrement de fonds. Il y a aussi Total qui fait Challenge Startup, je crois. Total. Là, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais sinon, non, je n'en connais pas. Après, si dans le public, il y a des gens qui connaissent, on veut bien avoir les noms. Oui, c'est intéressant si le public peut nous donner des astuces ou des. Je pense que le public est assez en veille, donc peut-être aussi on a des entrepreneurs aussi qui sont là. Oui. Tout à fait. Après, je connais une entrepreneur aussi il y a aussi beaucoup de fonds internationaux. Comme, je pense qu'il y a un fonds de Tony Emelulu, c'est bien ça, Tony Emelulu. Il a un fonds pour tous les entrepreneurs africains aussi, je pense, chaque année. Il doit mettre à disposition des ressources pour les entrepreneurs africains. Mais bon, ça, c'est vraiment à l'échelle internationale. Oui, Tony Elou. Merci, je ne connaissais pas. Moi non plus. J'apprends un truc. Alors, seconde question. Si entreprendre n'était pas culturel, qu'est-ce qui fait que tant de gens se lancent au Gabon actuellement? Je pense que ça va? Déjà, c'est vrai, c'est un constat juste. Beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat au Gabon. Après, mon conseil aurait été qu'ils étudient vraiment les choses parce que les gens, il y a beaucoup, l'entrepreneuriat est vaste en fait, mais en réalité, il faut vraiment faire attention à ça. Charlène, j'en discutais à Charlène aussi, il faut faire attention entre l'entrepreneuriat et le commerçant parce que c'est deux choses différentes. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent. Culturel, pas culturel, je ne sais pas. Je crois que peut-être que les gens se découvrent des capacités. Le Gabon change, le Gabon évolue aussi. Et puis, il faut dire la vérité, il y a le gel de la fonction publique qui est là. Donc, les jeunes, aujourd'hui, ils essayent de trouver un travail pour eux-mêmes parce qu'il n'y a pas forcément de boulot avec la crise et tout. Donc, beaucoup de jeunes se lancent, que ce soit dans la pâtisserie, dans l'agriculture, dans la restauration, même si c'est de la street food ou autre chose. C'est une bonne chose, mais après, je sais pas. Est-ce qu'on parle d'entrepreneuriat dans ce cas aussi? Je poserais la question à Marcel, par exemple. Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment au Gabon? Je sais pas. Moi aussi, je ne sais pas. Non, mais je pense que je vais d'abord répondre à la question pourquoi les gens se lancent. Je pense que notre génération, beaucoup sont sortis, beaucoup sont allés faire leurs études à l'étranger. Ça ouvre l'esprit. Faut pas négliger ça. Ça ouvre l'esprit. Et puis beaucoup prennent conscience que l'État ne va pas tout nous donner et que beaucoup de pays se sont développés grâce à l'entrepreneuriat, grâce à des initiatives. Donc, je pense que c'est tout ce vent-là, tout ce courant qui est en train de prendre au Gabon. Ensuite, après, faire la différence entre le commerce et l'entrepreneuriat, je ne sais pas. Moi, je pense qu'entreprendre, c'est prendre une initiative. Donc, quand tu décides de vendre des articles, c'est une initiative, c'est tu as décidé de vendre. Quand tu entreprends, moi, j'ai entrepris, mais je vends des gâteaux. À la fin, on vend quelque chose, on propose un service. Donc, que ce soit du commerce, du B2B ou quelque chose vraiment qu'on crée de nous-mêmes, pour moi, c'est la même chose. Donc, après, bon, chacun pense comme il veut, chacun a peut-être un avis différent, mais c'est mon avis. Effectivement. Justement, j'allais rebondir sur la prise d'initiative. Je pense que si on a ce facteur commun de prise d'initiative, alors entreprendre, ça peut être de sauter le pas. Donc, voilà. À voir maintenant, chacun peut effectivement donner sa définition. Et puis, je voudrais aussi souligner quelque chose. Je pense que l'entrepreneuriat résulte, pour mon cas, le fait d'avoir fait des études
Parce qu'au Gabon, quand on a le bac, en fonction de ta filière, on te dirige vers, si tu as fait la D, on te dirige en biologie, si tu as fait la A, on te dirige en, je sais pas, en économie ou en philo, je sais pas, je dis n'importe quoi. Et le fait de te rendre compte qu'au final, de découvrir que tu as d'autres talents, que tu as peut-être une sensibilité pour un domaine, bah, et quand tu rentres au Gabon et que tu n'as pas de travail, par exemple, c'est un exemple, bah, tu te dis que bah, pourquoi ne pas se lancer en fait vers ce truc que j'ai, cette sensibilité que j'ai pour le commerce, pour l'agriculture, pour la restauration, pour, je sais pas, je dis n'importe quoi, pour le lavage de voiture. Je pense que ça aussi, c'est un élément déclencheur qui fait que bah, les gens se lancent. En attendant de trouver peut-être le job qui va avec le diplôme, bah, on fait autre chose. Et pour moi, c'est pas plus mal parce que du coup, ça diversifie un peu les choses et ça permet de booster, mine de rien, l'économie du pays. Ah ouais, beaucoup. Tout à fait. Super. Bon, on va passer au deuxième axe. On va pas s'éterniser sur le premier. Donc, le deuxième, c'est les perspectives de l'entrepreneur gabonais sur le long terme. Donc, ma première question, c'est comment vous projetez-vous sur le long terme dans votre business? Je laisse la parole à Amélia. Moi, sur le long terme, j'espère que on va avoir avec Kouli au moins 9 boutiques, une dans chaque province du Gabon. Moi, je rêve d'agrandir ça, je rêve d'implanter Kouli. Je rêve que ça fonctionne. Moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, à chaque fois que je vais dans l'entrepreneuriat, jusque-là, je suis restée dans les secteurs qui sont mes passions, en fait. C'est la terre, et c'est la restauration. Donc, je reste toujours dans le même domaine avec Kouli. Et pour moi, sur du long terme, il faut qu'on arrive à avoir plusieurs boutiques dans tout le Gabon pour pouvoir continuer de faire ce qu'on aime, quoi. C'est tout simplement ça. Le long terme, c'est mon rêve et on va essayer d'y arriver. Marcel, en tout cas, on t'encourage, beaucoup de courage et vraiment, ce sera une fierté aussi d'avoir quelqu'un qui porte son projet très loin, parce qu'il y en a très peu, mais en tout cas, beaucoup de courage. Merci. Alors moi, les perspectives sur le long terme, c'est d'avoir j'appelle ça un studio cake. C'est vraiment une enseigne pignon sur rue où ce sera bien. Je rêve de ça tous les jours. Aura Sombia en grand et me projeter à l'international parce que le marché gabonais reste petit quand même. Et j'aimerais vraiment être connue dans la sous-région et sur le plan africain. Vraiment, ça, c'est sur le long terme. Après, à l'international, pourquoi pas, mais vraiment, c'est l'Afrique qui fait battre mon cœur, donc vraiment sous-région et l'Afrique en général. Donc voilà. J'ai une question, justement, pour les auditeurs et moi aussi. C'est quoi un studio cake? C'est un atelier où ce ne sera pas un salon de thé. Ce sera pas, les gens pourront. C'est vraiment un atelier où c'est tout ce qui est conception du gâteau, ou dégustation, shooting des pièces montées. C'est vraiment tout l'univers autour du gâteau. Mais il n'y aura pas, bon, peut-être, on verra, mais ce ne sera pas un salon de thé ou peut-être une vitrine avec des pâtisseries déjà prêtes qu'on peut venir prendre à emporter. Mais vraiment, c'est ça, ouais. L'atelier, mon studio photo, l'endroit pour les dégustations, pouvoir faire aussi des... comment ça s'appelle? Le mot m'échappe. Le mot m'échappe. Mais donc voilà, en gros, c'est ça. Un Disneyland du gâteau, quoi, un grand... Hein? Un Disneyland du gâteau. Exactement. Exactement. Bon, bah, beaucoup de courage à toi aussi. Merci. Pour ce projet, pour ce beau projet d'ailleurs. Donc, je vais aller directement sur la deuxième question. Pourquoi faire le choix de devenir un entrepreneur dans un environnement qui paraît hostile, donc qui paraît difficile? Après, je pense que c'est relatif. Dire que... Parce qu'au final, il y a tout à faire au Gabon.
Donc, au final, je trouve que ce n'est pas forcément hostile. C'est hostile sur certains points, peut-être en termes d'accompagnement, en termes de financement, en termes même, je pars vraiment sur des choses simples. Pour un entrepreneur dans l'informatique, il peut avoir des problèmes, par exemple, tout ce qui est connexion, accès au réseau. Donc, voilà, c'est peut-être sur des petits points comme ça, mais en réalité, il y a tout à faire au Gabon. Le terrain, malgré ce qu'on peut penser, il est encore vierge. Aujourd'hui, tout le monde se concentre sur Libreville, mais il y a pas mal de choses à faire à l'intérieur du pays. Donc, au final, entreprendre, c'est pas si mal que ça. Et puis après, c'est le rêve de tout un chacun. Je pense que toutes les personnes qui entreprennent, c'est quelque chose qu'ils ont à cœur et c'est important en tant qu'être humain d'accomplir ce qu'on a dans le cœur, d'accomplir tout simplement sa passion, de mettre ça au service des autres, en fait. Ça, c'est mon avis. Après, moi, je suis devenue entrepreneur déjà parce que je n'ai jamais voulu travailler dans la fonction publique. Jamais, c'est pas un truc qui m'intéressait, même si effectivement, c'est ce que les parents attendent de toi. Tu reviens de l'étranger, il faut déposer les dossiers pour travailler. Or, moi, ça ne m'a pas vraiment intéressée. Donc, oui, ma mère a déposé des dossiers, mais c'est pas comme si j'attendais quelque chose de là-bas. Donc, moi, je voulais être entrepreneur déjà pour la première chose. J'avais envie d'être une personne libre parce que je suis une personne qui aime être libre complètement Être ton propre patron. Être mon propre patron, mais surtout être libre aussi, libre de tout mouvement, libre de parole, libre de tout. Donc, c'est déjà une des premières raisons qui m'emmène vers l'entrepreneuriat. Et la deuxième, ça a toujours été de donner du travail. Quand j'étais étudiante à l'étranger, moi, mon truc, c'était je veux être libre et je veux donner du travail minimum à 100 personnes. Minimum à 100 personnes. Donc, ça a toujours été ça l'objectif à atteindre. Ma liberté est donner du travail. Donc, je rejoins Marcel quand on parle d'environnement hostile. Ce n'est pas le mot pour moi. Il y a tout simplement des difficultés aussi. C'est réel, il y a des difficultés. Si on laisse au côté de l'accompagnement, je pense que ce n'est pas propre qu'au Gabon. Donc, on peut laisser ça. Mais c'est des petites difficultés. Par exemple, moi, avec ma ferme, la difficulté, elle est banale. C'était la route. C'est-à-dire que quand il pleut, s'il y a des problèmes, je ne peux pas aller prendre mes œufs et du coup, je ne peux pas les vendre et du coup, je ne peux pas acheter les aliments pour les poules. C'est des petits détails comme ça. Ça veut dire qu'il y a des difficultés, mais en réalité, au Gabon, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Tous les secteurs sont encore vierges. Nous sommes une petite population. Donc, si nous tous, on peut encore décider d'entreprendre dans quelque chose et se dire qu'on aura une part de marché en réalité. Donc, ce n'est pas difficile de ce côté-là. C'est juste qu'il y a d'autres petites difficultés qui sont dans notre quotidien qui font que on va être bloqué sur telle chose plutôt que autre chose. Parfois, c'est simple. Parfois, regardez, avec colis, je dois aller livrer. Il suffit qu'il y ait l'embouteillage, je suis en retard, donc le client va se fâcher, je vais arriver plus tard. C'est des trucs banals au fond, si on veut. Donc, je ne dirais pas que c'est un environnement hostile, mais je dirais qu'il y a des petites difficultés. Il faut être passionné, il faut vouloir faire ce qu'on fait, et puis bon, on passe ça et on avance. D'accord. Merci pour vos réponses. C'est très intéressant et encourageant. Hein. C'est motivant. Vraiment très motivant. Alors, troisième question. L'entrepreneur gabonais vit-il de son activité? Donc, est-ce que vous, à part votre business, est-ce que vous avez une autre activité à côté qui vous permet de joindre les deux bouts ou bien vous arrivez à subvenir à vos besoins avec ce business-là, uniquement ce business-là? Non. Pour le moment, dans mes aventures entrepreneuriales, je n'ai pas encore vécu du business que je lance. Parce que tout simplement, je crois qu'il faudrait déjà que j'arrive à dépasser les premières années et asseoir. Moi, ce que j'ai toujours fait, c'est arriver à faire vivre ma société elle-même. Donc, tant que j'ai des œufs, que j'arrive à acheter mes aliments et j'arrive à payer les personnes qui travaillent avec moi, pour le moment, ça me va. Parce que l'objectif pour moi, c'est de pouvoir grandir et de pouvoir arriver à réaliser mes rêves. Donc non, je ne vis pas de ce que je fais.
Je vis d'autres business que j'ai dehors, voilà, qui me permettent de faire rentrer de l'argent pour vivre. Mais l'important pour le moment, c'est que je n'injecte pas non plus aussi de l'argent. Quand je suis arrivée au fait que la société subvient à ses besoins, pour moi, c'est bon, je suis déjà sur la bonne voie. Donc, je ne vis pas de ça, mais même dans les business plans, même dans les calculs que je fais, je me suis toujours dit les premiers 3 ans, je ne vais pas vivre de ça. Donc, c'est quelque chose que je mets dans ma tête dès le départ, quoi. Bah, moi, déjà, quand je suis entrée au Gabon, j'ai travaillé et je faisais les gâteaux à côté. Sauf qu'après, la balance, la tendance s'est inversée. Et puis, mon contrat est arrivé à terme. Donc, quand j'ai commencé, j'ai tout arrêté pour faire Aura Sombia. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je vis entièrement de ça, mais je commence. Je commence à vivre de ça. Le problème, c'est que pour tout ce qui est restauration, le matériel coûte vraiment cher. Et donc, tout ce que tu gagnes, tu réinjectes. Dès que tu gagnes, tu réinjectes parce qu'il te manque toujours quelque chose. Donc, comme disait Mélia, il faut vraiment être patient. Je pense que d'ici peut-être 2 ans, je pourrais dire que je vis vraiment entièrement de ça. Après, c'est vrai, bon, il y a les parents qui sont là, tu peux aller manger le midi, tu peux aller squatter, mais c'est pas évident hein, de vivre de son business, surtout au Gabon. Je pense qu'on a toujours d'autres rivières financières qui nous permettent en fait de, de tenir en fait. Après, je pense que les débuts ne sont pas toujours faciles et au fil des années, c'est peut-être après 5 ans que vous allez vraiment voir que vous allez bénéficier de ça. Mais aussi au début, c'est pas facile. C'est limite impossible de gagner. Et puis, il faut surtout être rigoureux sur la gestion financière. Ça, c'est un sujet qu'il faudrait qu'on aborde hein, parce que quand on se lance, on n'est pas tous des financiers. Et la gestion financière, en fait, c'est la base de tous les business. Si tu gères mal tes entrées, tu ne pourras jamais évoluer, tu ne pourras jamais en vivre. Et c'est vraiment ça, c'est la rigueur, la discipline, que ce qui rentre, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la société. Ouais. Et souvent, on a tendance à mélanger. Moi, la première, je le cache pas, au début, c'était difficile de faire la différence entre mon argent et l'argent d'Aura Sombia. Donc, il y a aussi ce côté-là de compétences en gestion financière qui est très, très, très importante dans l'entrepreneuriat. Et puis, j'ai envie de dire aussi, en Afrique, c'est pas facile. Parce qu'on a toujours un parent qui a quelque chose. L'enfant a Exactement, le quotidien n'est pas du tout facile. C'est toujours une histoire. Donc, ouais. Ok, bah merci pour vos réponses. Bon, selon le rapport de l'ANPI, sur un total de 6 951 entreprises créées, 4 974 ont été créées par des hommes et 2 172 par des femmes. Donc, au regard de ce rapport, on constate que plus de la moitié des entreprises au Gabon ont été créées par des hommes. Donc, de cela découle ma question. Est-ce que vous, en tant que femme, vous avez eu plus de difficultés que les hommes dans votre cheminement entrepreneurial? Est-ce que ça a été facile pour vous ou difficile par rapport aux hommes? Pour moi, non, ça n'a pas été difficile en réalité. Parce que moi, étant dans le secteur de l'hôtellerie, ce sont même des hommes qui m'ont aidé dans le sens que moi, j'ai eu certaines structures qui m'ont dit, bon, écoute, on va t'aider, on fait un sponsoring, on va te fournir des verres, des trucs comme ça, voilà. Donc, non, beaucoup de personnes m'ont encouragée. Je n'ai pas eu de difficultés, que ce soit à créer mes dossiers à l'ANPI. Je n'ai pas eu ces difficultés-là. Les seules difficultés que j'ai eues réellement, c'est savoir tenir ma comptabilité. Ça, oui, c'était désastreux, effectivement. Et, non, je ne vois pas de différence ou des difficultés des différences dans le traitement et je ne vois pas forcément des difficultés. Après, c'est mon expérience. Hein. Moi, ça s'est plutôt bien passé et ça se passe bien, quoi. Moi, pareil, je n'ai pas eu de difficultés. Les gens étaient surpris quand je rencontrais mes clients. Les gens étaient surpris de mon âge,
du fait que je sois une femme. Quand j'arrivais sur les mariages, les gens étaient surpris que ce soit moi qui ai fait le gâteau. Mais non, pas du tout. J'ai été encouragée de tous les côtés, que ce soit mes amis, que ce soit des personnes inconnues. Non, je n'ai pas senti la différence d'être une femme, d'entreprendre. Non, pas du tout. C'est parfait. C'est la réponse que j'attendais, en tout cas en tant que femme. Alors, dernière question. Quels sont les secteurs prédominants dans l'entrepreneuriat selon vous? Pardon. En ce moment ou en général? Bon, en ce moment et en général. En ce moment d'abord, parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Je pense que peut-être que la réponse va être... Il y a quelque chose de très particulier que je vis en ce moment, c'est puisque je suis sur place ici à Libreville et que je cherche tous les fournisseurs, les partenaires, et etc. pour Kouli. Kouli, déjà, c'est un service que nous donnons. Nous livrons des produits alimentaires à des particuliers. Nous sommes en train de lancer notre première boutique qui va ouvrir très prochainement. Donc, je suis en contact continu avec des agriculteurs parce que la marque Fabriquer de Kouli, c'est qu'on essaye d'abord de travailler avec des agriculteurs gabonais pour être une vitrine pour qu'on commence à habituer les Gabonais à consommer local. Donc, je suis en contact continu avec des agriculteurs gabonais et je dois dire qu'il y en a beaucoup, mais énormément dans l'agriculture et l'élevage. En ce moment, je suis bluffée et je suis surprise positivement. C'est beaucoup de jeunes en ce moment qui sont en train de toucher à la terre. Il y a de plus en plus de personnes qui avaient un terrain qu'ils avaient oublié, qui se disent pardon, je vais aller planter la banane ou je vais aller planter, voilà. Et j'en rencontre vraiment beaucoup. Donc, je pense que c'est un des secteurs qui est en train de prendre une ascension en ce moment au Gabon. Ça va être l'agriculture et l'élevage, dans l'hôtellerie, restauration aussi, les métiers numériques. Il y a de plus en plus de jeunes qui ouvrent leur petit cabinet, que ce soit pour apprendre des personnes à utiliser Word, Excel et tout. J'en rencontre aussi beaucoup. Donc, je pense que, ouais, moi, comme ça, à cause de ce que je fais, je vais vous dire qu'un des secteurs qui montent beaucoup, ça va être l'agriculture. Hein. Il y a de plus en plus de jeunes entrepreneurs dans ces métiers-là. Okay. Moi, je vais rajouter le secteur de l'événementiel parce que c'est le secteur dans lequel j'exerce, mais on ne s'en rend pas compte. Il y a beaucoup de corps de métier dans l'événementiel et franchement, c'est vrai, on a l'impression qu'on est déjà nombreux, qu'il y a maintenant trop de pâtissiers, il y a trop de décoratrices, mais en fait, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. On peut être, je ne sais pas, 100 à faire la même chose, on aura toujours notre clientèle. Donc, le secteur de l'événementiel est un secteur vraiment où il faudrait entreprendre. Et parce qu'en fait, il y a toujours de l'innovation en fait dans chaque secteur. C'est-à-dire que toi qui arrives maintenant, tu peux apporter quelque chose de nouveau que nous qui sommes là depuis n'avons pas en fait. Donc, il y a le secteur de l'événementiel, il y a aussi le secteur de la mode. Je pense que c'est un secteur qui est en plein essor en ce moment. Il y a beaucoup de Gabonaises qui se lancent là-dedans et il y a de quoi faire. Et sans oublier les secteurs que Mélia a cités. Donc, Super. voilà. D'accord. Bah, je vous remercie pour vos réponses, vos magnifiques réponses. Alors, on va passer au troisième axe. Vas-y. Justement, on a une question du public avant. Je posais une question. Ah oui, c'est vrai. C'est une question intéressante. Hein. Est-ce que le fait d'être mère au foyer ne rend-il pas l'activité plus difficile et la gestion de tout ce que ça implique? Bon, moi, je n'ai pas encore de foyer, je n'ai pas encore d'enfants, mais même en étant, même en n'ayant pas de foyer, c'est difficile. Parce que déjà, le métier de la restauration, moi, je dis que c'est l'esclavage, ce n'est pas péjoratif, mais tu es au service des gens. Et quand tu es au service des gens, tu n'as pas de temps pour toi-même. Tu as le temps pour les gens, mais pas pour toi-même. Et même en termes
de vie sociale, c'est difficile de sortir avec les amis. Vendredi soir, ils sont là, ouais, allons, sortons, et toi, allons-y prendre un verre. Mais toi, le samedi, tu sais que tout Libreville fête les anniversaires et tu dois être au taquet pour que tes commandes soient opérationnelles pour le samedi et le dimanche. Donc, c'est pas du tout évident de concilier vie professionnelle et vie sociale. Et tous les jours, je me demande comment je vais faire quand j'aurai mon mari, mes enfants, quand il faudra gérer la maison, il faudra gérer. Après, effectivement, tu vas constituer ta team, mais il faudra. Je ne suis pas de ceux-là qui laissent leur business à d'autres personnes. Moi, je pense qu'il faut toujours être là pour que le business soit pérenne. Donc, après, c'est une question d'organisation, je pense. En tant que femme, on peut faire plusieurs choses en même temps. Donc, il faut savoir s'organiser, peut-être se lever plus tôt, peut-être essayer de déléguer aussi les tâches à la maison. Et puis, on va s'en sortir. On n'est pas les premières, on ne sera pas les dernières. Donc, il y a toujours moyen de trouver des solutions. Ouais, je rejoins complètement Marcel, en fait. C'est difficile. Moi, j'ai 2 enfants, je suis mariée. Donc, j'ai le petit qui n'a que 7 ans encore. Mais voilà, après, les enfants, le matin, ils sont à l'école. Donc, tu les déposes très tôt le matin. Donc, tu as tranquillement 7h30 et midi pour travailler dur. Maintenant, il faut s'organiser. Moi, par exemple, quand j'avais le restaurant, effectivement, c'est une vie d'esclave parce que tu dois faire tes courses. Moi aussi, je constitue ma team. Tout le monde me dit un vrai manager doit savoir déléguer. En réalité, c'est quelque chose que je ne fais pas tout de suite. Je ne te laisse pas mon bébé comme ça, en fait. Donc, je reste moi-même au four et au moulin, même si je constitue une team que je forme. Donc, oui, c'est difficile, mais moi, j'ai la chance toujours d'être accompagnée. Donc, la première chose que je fais, puisque j'ai des enfants, je vais déjà prendre un chauffeur. Je vais prendre une nounou qui va cuisiner pour eux. Ça va me laisser le temps de m'occuper de mes clients. Après, c'est clair qu'on n'a pas forcément une vie sociale. Mais dans la restauration, il y a ce côté social-là qui fait que tu parles avec tes clients, tu rigoles avec tes clients. Donc, tu te crées quand même d'autres occupations qui sont enrichissantes pour toi aussi quand même. Ça reste difficile de concilier le tout avec mari et enfant, mais on n'est ni les premières ni les dernières, quoi. Si tu veux travailler, tu travailles. C'est beaucoup plus difficile que pour certains autres boulots, mais on y arrive. Tu t'organises bien. Moi, je m'organise et ça va. Après, il y a toujours des inconvénients. Regardez, ce soir, j'avais le live, j'ai terminé à 19h. J'ai couru, j'ai vite mis la marmite au feu, je suis me laver. Et là, ma fille, elle est un peu plus grande, elle termine les cuissons et tout, mais non, on y arrive. C'est un peu plus difficile, mais ça va. Je pense que c'est pas plus difficile que pour un père, en fait. Mon mari, il trouve ça difficile. Lui aussi, il est dans le même secteur que moi, dans une structure complètement différente, mais même pour lui, c'est difficile. Je pense que c'est juste question d'organisation, hein. Rien de plus. Ouais. Il faut qu'on est bien organisé et on s'adapte. Même les enfants s'adaptent. Ils n'ont pas le choix. Exactement. C'est bien. Je peux dire un facteur commun des entrepreneurs. Bon, après, c'est vous deux, mais je pense que tous les entrepreneurs au Gabon j'adore cette positive attitude. Et vraiment, vous avez. On est Non, obligé. C'est vraiment. Et en fait, au final, c'est vrai qu'on a tendance souvent à peindre un peu le côté obscur, mais au final, au quotidien, mais c'est le pied, en fait. C'est vraiment, tu fais ce que tu aimes, tu es fier de toi, en fait. Tu es vraiment fier et tu te dis que si aujourd'hui tu as ce niveau, qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans? Et franchement, entreprendre, c'est une aventure. C'est pas facile, mais en fait, à la fin de la journée, tu es fier de toi parce que tu fais ce que tu aimes, tu es libre. C'est vrai que la liberté, c'est important. Moi, vraiment, je me sens très libre. C'est moi qui manage, c'est moi qui fais mes emplois du temps. C'est moi qui gère tout, en fait. Il n'y a personne qui va venir me dire que lève-toi, fais ça. Non, c'est vraiment moi qui gère tout. Et cette liberté n'a pas de prix au final. Cette liberté n'a vraiment pas de prix. Donc, c'est sûr. C'est vrai que c'est difficile, mais on reste positif parce qu'on y croit et parce qu'il y a des résultats. Il y a des résultats. Moi, quand j'ai commencé, on ne me connaissait pas du tout. On ne connaissait pas Horace Oumbia. Et aujourd'hui, j'ai quasiment 4000 followers, 4000 personnes qui me suivent. Je me dis quand même que, waouh, quoi, je reviens de loin et j'ai foi en l'avenir, en fait. Donc, non, c'est top. Super. Il faut me compter comme le futur follower aussi. Je suivrai.
Aura Sambia, c'est sur Instagram, Oui, j'espère. oui, Bah c'est ça. Facebook, voilà. Instagram. Ouais, que pour nos En tout auditeurs, cas, comme moi, ça, j'ai déjà entendu parler. Moi, j'ai Magnifique regardé. Tu fais de très beaux gâteaux. gâteau. ah, bah, Merci. c'est bien. Par exemple, pour toutes les personnes qui nous regardent, bah, allez-y suivre et puis commander Aura Sambia. Tout à Euh, fait. du coup, Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, Il y a c'est une bon. question intéressante là, au-dessus de la question 4. ah oui, c'est vrai. Est-ce que, bah, effectivement, est-ce que tout le monde peut-il entreprendre ou tout le monde a-t-il intérêt à entreprendre? C'est une très bonne question, effectivement. Bon, je réponds, après Média va peut-être compléter. Moi, je pense que tout le monde ne peut pas entreprendre. Je pense qu'on a besoin des gens dans les administrations. On a besoin d'un bon médecin, on a besoin d'un bon président, on a besoin d'un bon ministre, on a besoin d'un bon directeur. Je pense que tout le monde ne peut pas entreprendre. Je pense, par contre, que chacun doit faire ce pourquoi il est, en fait. C'est-à-dire que si tu es infirmière, sois une bonne infirmière. Si tu es sage-femme, sois une bonne sage-femme. Ne sois pas sage-femme par dépit, parce que c'est là où, en fait, il y a la catastrophe et que tout va mal. Donc, il faut être à l'endroit où tu dois être. Après, entreprendre, c'est pas donné à tout le monde. Il faut qu'il y ait des exécutants, il faut bien qu'il y ait des employés. Si tout le monde devient entrepreneur, qui sera employé, en fait? Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'il faut être à sa place. Après, je pense que c'est pas interdit d'entreprendre. Tu peux être ministre ou directeur ou je sais pas cadre dans une entreprise et avoir une entreprise à côté qui est la tienne. Mais il faut bien faire les choses. Il faudrait que ce soit une entreprise viable qui propose des services de qualité et euh, et puis c'est tout. Moi, c'est mon avis. Ben, moi, je vais rejoindre Marcel, même si je vais attaquer un autre angle. Pour moi, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. On ne peut pas tous être entrepreneurs. Et peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais je pense que nous n'avons pas tous les capacités d'être entrepreneurs. Euh, Parce que ce n'est pas facile en réalité. C'est pas facile. Il y a des avantages comme la liberté, il y a des avantages financiers, même si tu ne gagnes, même si tu ne vis pas de ça, mais tu n'es jamais réellement fauché. Parce que tu vends un service en réalité. Donc, tu as quand même toujours un peu de liquidité. C'est ça les avantages. Mais pour répondre à la question, pour moi, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il faut avoir des capacités. Il faut avoir des capacités managériales. En fait, il faut savoir manager une équipe. Et il faut savoir bien gérer une équipe. Il faut avoir des capacités, en fait. Donc, moi, je ne pense pas qu'on se lève et on décide d'être entrepreneur. Il y a tout ce qu'il y a derrière à gérer. Donc, non, je rejoins Marcel. Il faut qu'il y ait des pilotes et il faut qu'il y ait des entrepreneurs. Moi, je fais l'agriculture, elle fait les gâteaux et il y a l'autre qui nous reçoit à l'Agassa, qui nous permet Exactement, le décideur. d'être en règle, en fait. Donc, non, non, je ne crois pas que tout le monde peut être entrepreneur. Non, je ne crois pas. Ok, super. Bah, du coup, on va prendre une dernière question. Bah, le temps, il passe très vite. Et puis, juste pour ajouter, pour nos spectateurs qui sont là, ne pensez pas que l'entrepreneuriat, c'est... Parce que j'ai constaté que c'est plutôt un effet de mode. C'est pas... Il y en a qui décident de se lancer parce que, ouais, tout le monde veut être son propre patron. Non, il faut vraiment... c'est pour ça que ce live-là est très important. Ça vous permet aussi d'avoir plus d'informations, de vous édifier sur... de ne pas vous lancer juste parce que vous voulez... être entrepreneur, de votre propre patron. Il faut que ça soit un projet vraiment qui vous tienne à cœur et que vous ayez les compétences pour. On se lève pas un matin et on décide d'être entrepreneur. Non. Et j'aimerais rajouter quelque chose à ce que tu as dit, que tu dis là tout de suite. C'est que là, vous avez vu Marcel, elle a commencé sur quelque chose qui lui passionne. Elle a commencé par ses gâteaux. Je suis sûre que, même si elle n'avait pas un budget ultra conséquent, mais partant du fait que c'est déjà elle-même le premier, elle est elle-même son premier employé en fait. C'est elle, et donc elle ne se rémunère pas, elle est son premier employé, c'est elle qui fait ses gâteaux, qui va acheter sa farine, qui fait tout ce qu'il y a à faire. C'est la même chose en fait. Donc, il faut déjà que vous ayez, voilà pourquoi je parle de capacité et de passion en même temps.
Parce que moi, par exemple, je sais que je sais cuisiner, je sais que je sais conduire, donc je vais prendre la voiture, je vais aller faire des courses, je vais cuisiner, je vais faire la pâtisserie, je vais faire le service et je vais ouvrir mes bouteilles de vin. Donc, en réalité, moi-même, je démarre en me disant, je n'ai peut-être pas les moyens, mais je suis moi-même, mes compétences vont m'aider. Voilà pourquoi je dis, pour être entrepreneur, déjà, il faut avoir des capacités. Il faut avoir une passion, savoir la faire parce que c'est toi-même d'abord qui es ton propre entrepreneur. C'est pas que tu deviens entrepreneur et puis tu trouves quelqu'un d'autre. J'ouvre un salon et je trouve la fille pour maquiller. L'idéal, c'est si j'ouvre un salon, c'est que je sais faire des tresses parce que je vais tresser pendant 1 an pour me faire connaître et faire connaître mon entreprise. C'est pas j'ouvre un salon parce que je vais être entrepreneur et après je mets une jeune fille à gérer, je viens de temps en temps. Donc, c'est ça en fait. Pour moi, il faut avoir du temps, il faut avoir de la passion. Il faut le faire, il faut être là soi-même pour gérer son business. Voilà pourquoi je pense que ce n'est pas on se lève et on devient entrepreneur. Il faut que ce soit conçu dans la tête, en fait. Tout à fait. Merci, c'est très, très, très pertinent. Merci, Mélia. Du coup, on va passer à la dernière question. C'est ça. Au dernier axe. Au dernier axe, c'est Voilà, l'avenir de l'entrepreneuriat au Gabon. C'est ça. Et du coup, je pose une question à vous C'est deux. quoi la vision de l'entrepreneuriat au Gabon? L'avenir de l'entrepreneuriat. L'avenir. Ok. Du coup, quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes là aujourd'hui? Et on finira Même sur si cette vous êtes- question. Il y a Même beaucoup si vous de êtes petit conseils. jeune. Bon, moi, personnellement, je dis aux jeunes, concernant l'entrepreneuriat ou aux jeunes en général? Oui. Concernant Concernant l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat. Je Ok. dirais Moi, plutôt à ceux qui veulent se lancer dans qui veulent se l'entrepreneuriat. lancer, je leur dirais d'être passionnés parce que la passion sera leur leitmotiv, ce sera le carburant qui leur fera tenir pendant les jours difficiles. De toujours se rappeler de pourquoi on s'est lancé, parce que c'est ça qui te permet de tenir quand tu veux lâcher. Je leur dirais également d'être fort, parce qu'aujourd'hui, on voit les fruits, on voit que tel est comme ci, oh non, elle est connue, mais ce sont des heures de travail, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de renoncements, c'est beaucoup de comment dire, c'est-à-dire qu'on renonce à certaines choses parce qu'on a un objectif. Donc voilà, il faut se fixer des objectifs, il faut s'entourer des bonnes personnes, c'est important l'environnement, parce que ça t'aide, parce que c'est vrai, tu peux être passionné, mais quand tu as des gens qui te supportent, qui croient en toi, ça t'aide encore plus en fait. Donc c'est important de s'entourer de très bonnes personnes. Et puis voilà, et puis je leur dirais de foncer, et que même si vous échouez, c'est pas grave. Vous pourrez recommencer, vous pourrez apprendre de vos échecs, et puis au final, il n'y a pas d'échec en fait. L'échec, vraiment, c'est si j'étais dans l'Académie française, j'allais retirer ce mot en fait du dictionnaire, parce que pour moi, il n'y a pas d'échec. Pour moi, c'est juste que tu n'as pas eu la bonne méthode, tu n'as pas eu la bonne idée, ou tu n'as pas bien mûri l'idée, mais il n'y a pas d'échec en réalité, il n'y a pas de fatalité. Même si vous échouez, vous pouvez recommencer, vous pouvez revenir sur vos pas. Le plus important, c'est de rester focus. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ceux qui veulent se lancer. Merci. Moi, je dirais que Marcel a tout dit, en fait. J'ai presque rien à rajouter. C'était parfait, c'est ça, en fait. Il n'y a vraiment pas d'échec. Moi, mon expérience personnelle me confirme ce que dit Marcel, en fait. Le premier truc, j'ai tenu 1 an, je l'ai très vite revendu, mais c'est la première entreprise qui m'a permis de me faire connaître pour trouver le deuxième boulot, qui m'a suffisamment payé pour ouvrir la deuxième entreprise. Donc, chaque entreprise que j'ai eue a été une étape, quelque chose qui m'a donné suffisamment de visibilité pour obtenir quelque chose de plus grand derrière qui s'installait dans la durée. Donc, et la première entreprise, je me suis dit, ah non, là, vraiment, tu étais parti sans business plan, mais qu'est-ce qui t'avait pris? La deuxième, j'ai beaucoup pris le temps d'étudier et ça a mis 2 ans d'études. C'était la première. 2 mois aujourd'hui, ah non, vraiment le Gabon, non, il faut que je forme les personnes en salle. Ouais, non, j'ouvre mon école. Oui, mais on n'ouvre pas une école comme ça. Or, maintenant, en sachant que là, j'avais mal fait les choses, la deuxième, j'ai pris le temps.
Donc, il n'y avait pas d'échec, même si c'est des choses, c'est 1 an, c'est 2 ans. Mais toutes ces années-là, des années que j'ai perdues comme ça, c'est même pas perdu, j'ai appris des choses. Donc, je pense qu'il faut être passionné, il faut avoir sa vision. Moi, ma vision n'a jamais changé. Même quand je fermais un truc, si ça faisait 1 an, 1 mois, 2 mois, j'étais toujours en train de me dire, bon, tu vas aller retravailler, mais toi, tu sais que tu as besoin d'être libre, tu sais que tu as besoin de donner du boulot. Donc, prends ce que tu as à apprendre là-bas, apprends ce qu'il y a à apprendre dans ce boulot, parce que tu sais que tu dois ouvrir ton truc et tu dois fonctionner comme ça. Donc, je pense vraiment qu'il faut, comme elle a dit, il faut beaucoup de persévérance, il faut de la passion. Il faut beaucoup de patience aussi, il faut beaucoup de force, beaucoup de courage. Il ne faut pas se poser, il faut étudier son projet, mais pas non plus trop se poser des questions négatives, il faut être positif. Et puis, voilà, il faut y croire. Il faut croire en soi, en fait. Il faut être heureux de faire ce qu'on fait. Et quand tu es heureux et que tu sais que tu as ta vision, tu sais où tu veux aller, mais tu continueras. Tu ne vas pas tomber. Chaque petite embûche ne sera qu'un enseignement qui te permettra d'aller de l'avant, en fait. Yes. Super. Merci. Merci. Merci à vous. Alors, nous allons conclure. Merci à nos invités pour ces enseignements riches, mais vraiment riches. Merci beaucoup d'avoir été présents pour ce thème. La discussion, je l'espère, a été, comme je l'ai dit, riche en enseignements pour nous et pour nos auditeurs. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris et j'espère que le but pour nous, c'est d'élaborer des études suite à des expériences comme ça, des retours du terrain, des entrepreneurs comme Mélia et Marcel. Et nous aurons encore justement besoin de vous à ce titre pour approfondir la discussion. Alors, je profite également de l'occasion pour vous annoncer de notre prochain entretien qui sera sur le thème de l'enseignement. Je pense que ça va justement dans le même sens et on apprendra aussi beaucoup. Merci beaucoup à toutes les personnes connectées et de nous avoir suivis. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne soirée et voilà.